Ton déjeuner ce matin, Steve, qu'est-ce que t'as mangé? J'ai essayé pour la première fois le Ryan Reynolds de Tim Hortons. Ça a été une première, j'hésitais. Je dis, tu sais quoi, bon? sérieusement, c'est pas pire. C'est quoi? Œufs Un wrap? brouillés, non, œufs brouillés, saucisses avec une sauce chipotlée. Mais c'est sérieux, c'était étonnant. Emballé dans quelque chose ou tu le manges Non, c'est couteau œufs brouillés, fourchette? ouais, fourchette. Puis tu prends ça sur la route, toi, en temps Ouais, ouais. J'ai demandé sans patate, je voulais pas de patate. Et puis, non, j'étais surpris. Ouais. Avoue que quand on fait beaucoup de routes au Québec, on est des clients de Tim Pas chaud. fidèles. Hein? Faudrait qu'on ait une carte de points chez Tim. Vraiment, Honnêtement, là. vraiment. Puis j'étais un peu écœuré. Mon ventre me le rappelle à chaque matin. Ben oui. Puis je dis, mais c'est quoi Y a les rien options? Il n'y a rien d'autre. J'ai pas que tu te frappes la tête, Mathieu. Oui. C'est plus pour toi. Si toi t'es correct. Je vais m'avancer. Je suis Mathieu Baer. Avec mon associé François Perra de Dojang Media, nous parlons à des gens du monde des médias pour tenter de voir où s'en vont nos carrières. Aujourd'hui, je m'assois avec mon ami Steve Razier, ancien gérant de Rachid Badouri, pasteur dans son église et directeur du développement des affaires pour un studio extraordinaire au cœur des cantons de l'Est. On regarde ça. Oui, c'est parce qu'on regarde en ce moment, ma femme et moi, parce que ça se met dans la laveuse. Tu peux le plier et le mettre dans la laveuse. Ouais. Je sais qu'ils Ouais. ils ont pensé à tout. Ils n'ont pas lésiné. Tout était calculé, pensé. Ça roule? OK. On va y aller dans l'ordre non chronologique, OK. si ça te va. Ouais. Parce que je veux qu'on profite du fait qu'on est ici. Tu m'as invité plusieurs fois pour venir visiter tes studios en Estrie, à Saint-Alphonse-de-Granby, qui sont, honnêtement, je me doutais déjà parce que j'étais allé lire à propos des studios, puis tu m'en avais déjà parlé au téléphone, mais c'est phénoménal, c'est extraordinaire. Raconte-moi ça, dis-moi c'est quoi, où est-ce qu'on est? On est aux Espaces Innov, qui est un centre de production audiovisuelle qui font la majorité, pour ne pas dire la totalité, du contenu d'une chaîne qui s'appelle EMCI TV. Ça a été construit pour la production de cette chaîne de télé. Et une des choses qu'on a fait, c'est de bâtir une division commerciale pour permettre justement à d'autres producteurs de pouvoir bénéficier de cette innovation, parce qu'il y a un aspect innovateur dans les infrastructures et l'équipement qu'on utilise. En fait, on utilise de l'équipement cinématographique dans un environnement télévisuel. Ouais. Donc, tous nos caméras sont robotisées, notre éclairage est preset, donc ça nous permet de faire 25 émissions par semaine avec 2 personnes en régie, ce qui est énorme. Puis le résultat, tu m'as montré des trucs sur écran, c'est des environnements virtuels, on dirait du Hollywood. Là. C'est vraiment Tout à fait. ça. Là. Oui, c'est du haut niveau. Ouais. On travaille avec Zero Density qui nous permet d'avoir un environnement en 3D virtuel, live to tape. Donc, il n'y a aucune post-prod qui se fait. Donc, c'est des heures de... C'est des ressources humaines qu'on ne paye pas, c'est de la post-production qu'on ne paye pas. Donc, c'est énorme les coûts qu'on arrive à sauver en production, surtout dans un milieu comme aujourd'hui où c'est très difficile. On doit revoir nos budgets à maintes et maintes reprises, mais ça nous permet vraiment de faire de la très haute qualité avec des coûts moindres. Donc, c'est très innovant. On est les seuls en Amérique du Nord qui utilisent cette technologie. Et de plus en plus, on commence à se faire connaître, et surtout pour le marché américain, qu'avec notre devise, ça devient intéressant pour eux de venir ici, sauver dans la devise, sauver dans les coûts de production. Ils ont même accès à des crédits d'impôt, donc ça devient très intéressant pour le marché international. Donc, Saint-Alphonse de Granby va devenir exactement, le nouveau LA. On espère juste qu'il n'y aura pas trop de tarifs pour les Américains quand ils vont repartir. Ça, c'est une autre affaire. Que ça ne sera pas vu comme une production étrangère. Mais même pour des producteurs ici locaux, on a des gros noms ici. On a Mel's, on a quand même des fournisseurs qui d'ailleurs fournissent aussi pour le marché américain et autres. Mais je regarde ça, puis ça fait quand même une trentaine d'années à peu près que je fais ça, moi, dans la vie, fréquenter des studios et autres. Ouais. J'ai été vraiment impressionné parce que c'est pas juste la qualité, la technologie et tout ce qui va avec, mais c'est l'accueil. Et c'est un endroit magnifique. Premièrement, on est en pleine forêt, alors autour, c'est superbe. Tout est vitré. Il y a des environnements de travail open space. Il y a plein de petits endroits pour aller soit créer, soit
avoir des meetings. Mm-hmm. Tu sais, on se croirait dans une start-up de tech, dans C'est un vrai. Google, ou mais tout en étant Dans un environnement boisé. en forêt. Oui, c'est ça. C'est Ouais. vraiment... Non, c'est vraiment agréable. La culture de travail, elle est extraordinaire. On est 67 employés aujourd'hui. Et puis, c'est vraiment cool. On ne se prend pas la tête. Tout le monde est détendu. Tout le monde, peut-être c'est l'environnement boisé qui fait ça, mais c'est vraiment agréable. Et d'œuvrer avec autant d'innovation, autant de technologie, mais dans un environnement inspirationnel comme ça, c'est vraiment c'est extraordinaire. Puis, donc, la télé qui diffuse où? À travers le monde? Oui, la chaîne s'appelle EMCI TV. On diffuse en Europe. 45% de notre audience vient de l'Europe. Par la suite, l'Afrique francophone avec 35%. Et on a un 15% qui est Québec et Antilles françaises. Donc, c'est majoritairement les gros territoires. On est sur Free en France, Canal+. Et puis là, on est en train de développer d'autres distributeurs en Europe. Ici, au Canada, on n'est pas distribué. On a notre licence, mais on n'est pas distribué sur une chaîne, en fait, un distributeur. Mais on a vendu nos émissions sur une chaîne qui, elle, est généraliste, qui est la chaîne Natif TV. Mm-hmm. Donc, on peut retrouver certaines de nos productions sur la chaîne Natif. Et puis, ouais, vraiment, j'ai vu les chiffres de Canal+, qu'ils ont plus de 120 chaînes. Et dans certains pays, on se retrouve dans le top 10. C'est quand même quelque chose sur autant de chaînes que dans certains pays, c'est une chaîne qui est très regardée. Ouais, c'est une chaîne vocationnelle, donc c'est une chaîne chrétienne, du contenu chrétien plutôt, mais pas religieux. Donc, c'est des talk shows, c'est des c'est ça, c'est ce que je voulais comprendre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment de l'actualité, mais à la lumière de la foi. Donc, c'est pas religieux, il n'y a pas d'encens, ni de cathédrale, ni de cloche. Ou du prosélytisme, là, non, c'est plus c'est beaucoup dans de la plus léger, conversation. tout à fait, exactement. Ouais. Des talk shows, un show de cuisine, donc c'est très détente. Ouais, j'aime bien le nom que tu as utilisé, c'est pas du prosélytisme, mais c'est vraiment dans un environnement de détente où on parle de principes, de foi, de valeurs. Mm-hmm. Oui, donc c'est quelque chose qui peut finalement être bon pour tout le monde, que tu sois ou non chrétien ou pratiquant. Tout à fait. C'est pas... C'est des principes universels. C'est l'amour, le partage, la famille. Oui, puis en même temps, quand on parle de bouffe ou quand on parle d'autre chose, il y a ça aussi. Tout à fait. Ça fait partie de ce qu'il faut qu'on fasse. Je pense même que tous les jours. Ça manque un peu. Je trouve qu'il y a des bonnes bases qu'on aurait tout. Malheureusement, la religion a gâché beaucoup de ces éléments-là, mais il y a des fondamentaux qui est le partage, l'humilité, l'écoute, la communication, le partage. Je veux dire, c'est toutes des valeurs, des principes que je trouve qui est important, qui malheureusement perdent leur vertu souvent ou sont redéfinis en société avec des générations. Et je pense que sans tomber dans l'extrémisme, mais je pense qu'il y a des bonnes valeurs et on le sait, nos familles, nos parents, on a vécu des moments où c'était pas rare d'être assis autour de la table pour manger en famille puis de parler. Aujourd'hui, tout le monde est dans sa chambre, sur son téléphone. C'est d'autres contextes. Je ne suis pas de ceux qui veulent rester bloqués dans une génération. Non, c'est ça. Mais je trouve quand même qu'il y a des héritages qu'on a tout intérêt à garder et juste savoir comment les adapter maintenant à notre contexte. Ouais. Ben, chez nous, honnêtement, le souper, il est pas mal toujours à la table. Ah, ça, c'est merveilleux. Puis les enfants, pour eux, c'est naturel parce que ça a toujours été le cas. Il n'y a jamais eu de porte ouverte vers tu t'en vas manger en bas dans ta chambre devant ton écran. Donc, ils n'ont pas... C'est pas quelque chose qui est étrange pour eux, d'être assis à table puis de manger puis de parler. Puis ça, c'est super, honnêtement... puis ça va au-delà des valeurs. C'est pas une question de religion, c'est une question vraiment de comme tu dis, de valeurs. Faut se parler là, à un moment donné. Surtout dans le monde dans lequel on vit en ce moment, qui n'est pas facile. Là. Mais des fois, juste nos horaires, c'est compliqué. Tu rentres ton épouse a fini de travailler, je sais pas, moi, à 17h, arrive à la maison à 18h, toi, tu arrives à 20h, les enfants. Des fois, il y a des contextes qui n'est pas facile. Mais si on peut faire l'effort de se garder justement ces petits moments-là, je trouve que c'est tellement important, surtout pour nos enfants, parce que nous, si on le fait, c'est parce que nos parents le faisaient avec nous. C'est vrai. Et donc, c'est important d'investir aussi sur la prochaine génération, de vivre ces moments-là avec eux. Bien, nous, tu sais, aujourd'hui, les écrans, c'est omniprésent. Nous, on avait quand même la télé quand on était jeunes. En mangeant? Oui. Moi aussi. La télé était pas loin. J'allais te dire, je sais pas si tu as été élevé comme moi, mais
Non, la télé était dans la salle à manger, puis Ouais. c'était pas rare qu'on regardait. Ouais, puis, ouais. C'est sûr que c'était pas des grandes conversations Non, qu'on c'est ça. avait, Je veux dire, on n'est mais... pas mieux qu'eux dans ce Non, sens-là. moi, on est ensemble, juste ça. Juste Oui, d'être oui. ensemble, de La télé s'attendre. était rassembleuse aussi, dans le sens Aussi. qu'on écoutait des événements ou des émissions, mais que tout le monde écoutait en même temps. Tout à fait. C'est comme Lance et Compte, on l'écoutait en famille. Ouais. Euh, Ouais, moi, c'était Chambre en ville, mais Chambre en ville, il y avait pot de banane. pot de banane, dans les faits. Donc, c'est ça. Je pense que le fait d'être ensemble, comme tu dis, d'être rassembleur, que ça soit avec un repas ou pas, mais ces moments-là familiales sont tellement importants. Étiez-vous plus télé québécoise locale ou il y avait aussi de l'américain dans ce que vous écoutiez quand tu étais jeune? Non, c'était très québécois. Moi, il faut comprendre, là, on est en audio, donc moi, je suis métisse, donc je suis né en Martinique, donc j'ai un Steve timbre Razier. basané. Steve Ouais. Razier, Ouais. originaire de la Martinique, né là-bas, et ma mère est québécoise de Terrebonne. Ok. Et elle a vécu en Martinique longtemps, de là est venue ma naissance. Et par la suite, mon père et ma mère ont immigré ici. Et donc, j'ai passé plus de 45 ans au Québec. Donc, moi, Oui. c'est la culture québécoise. Malgré qu'au niveau éducation, c'est plus le côté antillais qui a déteint un peu. Donc, plus sévère, l'autorité parentale. Ouais. C'était beaucoup plus du côté de mon père que ça s'est passé. Et j'avais une plus grande famille aussi en Martinique qu'au Québec. Ok. Donc, c'est sûr qu'on allait souvent en Martinique et donc j'avais des liens plus proches avec la famille là-bas. Donc, pour répondre à ta question, c'était très francophone à la maison. Moi, l'anglais, c'est vraiment à l'adolescence, le cégep, que je me suis vraiment plus mis dedans. Ok. Sinon, c'était la télé québécoise, c'était le Bye Bye le 31, c'était Chambre en ville, c'était Pot de banane, c'était... Passe-partout, probablement tout petit. Oui, mais j'ai pas des grands souvenirs de Passe-Partout, mais c'était là, c'était dans mon univers, mais la Cité d'Or et puis les dessins animés et puis tout ça. Donc, non, c'était plus québécois, en effet. Mais il y avait du français aussi. Il y avait une chaîne française quand on était jeune. Ouais, TV5, c'était pas Non, ça? avant TV5. Ah ouais? Oui, parce que TV5 est arrivé, on était ados. Je sais pourquoi, parce que c'est mon père qui a fondé TV5 Hein? au Québec, oui. Ah ouais? Oui. Mon père travaillait à Radio-Can, était à Ottawa, wow. au siège social de Radio-Can. Et TV5 Monde, qui était enfin juste France, Belgique, Suisse, genre, au début. Outre-mer, ouais. Puis éventuellement, l'Afrique est venue bien après. Mhm. Ils ont décidé de créer un TV5 au Québec et c'est mon père qui dirigeait ça. Fait qu'il faisait, en fait, c'était plus que le Québec, c'était l'Amérique au complet, jusqu'en Argentine, jusqu'au Chili, OK. Et donc, toute ma jeunesse, TV5 pour moi, c'était où mon père travaillait, puis j'allais là des fois après l'école, puis j'appelais le numéro où on appelle pour pitcher des shows, mettons, à TV5, là, comme peut-être pas toi, mais moi comme producteur ou comme réalisateur, c'est le numéro où j'appelais quand j'étais jeune, quand j'avais 12 ans. Qui a été fondé par ton père. Ben, fondé, oui, en partie. Créé. Oui, créé Wow. en partie, surtout avec TV5 France. Mais c'était quoi Alors, la chaîne avant, d'abord? Avant, c'était TVFQ, Ah, Télévision France-Québec. non, ça, je connais pas. Mais là, les shows de genre... Les grands plateaux. Ouais, Drucker, ouais. Patrick Sébastien, Ouais. toutes ces choses-là, OK. c'était là. Après, ça a migré sur TV5, puis TV5 OK. a eu d'autres choses. Après, des docu, Ouais. puis du Thalassa, Faut pas rêver, toutes ces grandes émissions-là qui étaient magnifiques. Avant TVFQ, c'était plus soit les bandes dessinées françaises, là, les Casimir, Les aux enfants, Babar, ces choses-là. Ouais, comment ça s'appelait? Il y avait un petit Africain là, en dessin animé. Comment ça s'appelait ça? Kirikou? Ouais. Ouais. Mais ça, c'était plus tard, peut-être. Oui, c'était bon, Mais Kirikou. Kirikou, ouais, tout à fait. Ouais, C'était des films. mythique, ouais. Oui. Ouais. Mes enfants ont chanté ces chansons à Ouais, Kirikou. ouais. L'autre. Kirikou. OK. Fait que c'est ça. Puis, bon, toi, tu ne viens pas du monde des studios top of the Télé. line, hyper... Tu viens d'ailleurs, quand même, en termes de show business. Oui, certainement. Ça a été plus... mais en fait, avant, dans ma jeunesse, je faisais venir des groupes des États-Unis. J'étais promoteur. OK. Je louais des salles et je faisais venir... j'ai fait venir Wu-Tang Clan, OK, quand même. Raekwon. Des petits groupes. Des petits groupes. Mary J. Blige au Metropolis. Donc, c'était... Attends, mais t'avais quel âge quand tu faisais ça? J'avais 17. Mes amis étaient plus vieux que moi. On était... donc, je les aidais, là. Mais quand même, ouais. Assez jeune, j'étais un passionné de musique, passionné de films. Bon, Hip-hop, là, plus, ou c'était plus général? C'était général quand même. Mais après ça, à l'adolescence, c'était beaucoup plus hip-hop, R&B.
Et puis, les films, je suis un maniaque de films. Bon, je sais pas Dans si ce genre-là ou en général? En général. OK. J'ai grandi, mon père, on allait dans le temps des Blockbusters, puis même des Vidéotrons, puis des... c'était quoi les autres, là? En tout cas. Mais on louait 2-3 films Super le Club vendredi. Vidéotron. Ouais, Super Club Ouais. Vidéotron. Mais avant ça, il y en avait multi... C'était quoi, donc? En tout cas. Moi, c'était Passeport Vidéo. Moi, je pense que ça s'appelait à Outremont sur la rue Bernard. OK. Mais c'était pas une chaîne, ça, c'était... Non, c'est ça. c'était des petits gars tout Mais seuls. nous, mon père, on travaille 3 films le vendredi, 3 films le samedi, 2 films le dimanche. Fais ça quand même, fois hein? 17 ans, c'était énorme. Là. On était à fond dans le cinéma, le film. Et donc, après ça, c'était la musique, c'était promoteur. Et après ça, bon, j'ai eu un passage où c'était plus la foi qui m'a interpellé. Puis la foi était au centre de tout. Et dans ce cadre-là de la foi, j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Rachid Badouri, qui j'ai grandi avec lui. Pas très connu pas non très plus. connu au Québec. Blague à part, son père et mon père travaillaient ensemble. Ils avaient un garage. En fait, le père de Rachid avait un garage et mon père travaillait dans ce garage. OK. Et donc, mon plus jeune souvenir, c'était à la naissance de mon frère, qui a 3 ans plus jeune que moi. Donc, j'avais 3 ans. Et je me rappelle que j'étais chez Rachid. C'est sa mère qui me gardait pendant que ma mère était à l'hôpital. Donc, on a grandi ensemble. Et en 2005, Rachid, il a toujours rêvé de faire du cinéma, rêvé de faire de l'humour, mais sans vraiment prendre les moyens pour. Il avait eu une mauvaise expérience avec un gérant à l'époque. Et en 2005, il m'approche et puis il me dit « Écoute, Steve, tu me connais, tu connais tout sur moi, on a le même style d'humour, j'aimerais ça que tu gères ma carrière. Ouais. » Puis moi, à l'époque, je fais là, je ne vais pas gérer ta carrière. N'oubliez pas que c'est un ami, là, c'est comme tu y crois moins parce qu'il y a une familiarité. Il y a ça, puis tu dis « Ok, t'es comique, mais bon, je ne sais pas pour la carrière et tout. » Il y en a beaucoup de comiques. Ben, c'est ça. Et puis, et surtout par rapport à moi, parce que j'avais entrepris vraiment une direction au niveau de ma foi. J'étais investi dans ma foi. J'étais acheteur pour le groupe Aldo à l'époque. J'avais mes choses. Tout allait bien. Puis attends, explique-moi. Là, tu étais promoteur. Tu faisais venir des groupes, des bands jouer ici à Montréal dans les salles. Dans mes temps perdus. Mais à temps plein, j'étais acheteur pour le groupe Aldo. OK. J'étais Aldo, les souliers. Oui, tout à fait. J'étais le plus jeune acheteur à l'époque. J'avais, écoute, ça allait bien. Voiture fournie, le beau salaire. OK. Ta business était partie. Oui. Et la foi, c'est venu comment? Puis comment ça a changé ta manière de vivre ta carrière professionnelle? Ça n'a pas changé ma manière de vivre ma carrière au niveau du groupe Aldo. Parce que c'était pour moi, tu vois, il y avait mon 9 à 5. Oui. Puis après ça, il y avait mon engagement au sein de l'Église ou dans ma foi. Mais c'est sûr que la foi a changé beaucoup de choses dans le sens de mes priorités. Mm-hmm. Avant, c'était d'avoir du fun. Puis... c'était pas mal dirigé sur ce que je voulais quand je voulais, puis avoir du fun. Mais là, tout d'un coup, j'avais une conscience. Pas que j'en avais pas avant, mais j'avais... Elle est apparue. Elle est apparue. Et puis là, j'étais vraiment plus engagé. Surtout, j'avais une curiosité. C'était vraiment chercher à comprendre. J'ai toujours eu une foi en Dieu, mais je réalisais avec les années que j'avais plutôt une opinion sur la foi et non pas une conviction. OK. Donc, tu sais, toi puis moi... C'était intellectuel. Même pas. C'était plus axé sur ce qu'on m'a déjà dit. Ou, tu sais, toi puis moi, on peut partir d'une religion aujourd'hui. Tu sais, Dieu est dans l'arbre et puis on commence à chanter. Puis, parce que ça reste sur le ressenti, ça reste sur une opinion, sur ma mère, j'ai déjà vu. Puis, Fait que moi, j'avais une opinion très forte sur la religion, sur Dieu. Parce que tu as été élevé là-dedans, c'est ça? Non, même pas. Tant que ça. C'est juste que mes parents m'ont toujours dit qu'il y a un Dieu qui existe, il y a quelque chose d'autre, mais jamais m'affilier à une religion. Fait que moi, j'étais correct avec ça. Puis pour moi, toutes les religions disaient la même affaire. Puis j'ai grandi avec cette pensée-là. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu certaines discussions avec des amis à l'époque qui, eux, s'impliquaient dans leur foi, puis c'était nouveau pour moi de voir mes amis faire volte-face comme ça. Puis c'est jeune aussi. En fait, on avait 21. C'est ça, c'est un âge où, au contraire, c'est là que tu refuses vas à fond. Exactement, tout à fait. Oui. Fait que j'ai commencé, j'étais plus curieux, et puis en cherchant, puis en m'éduquant sur la religion générale, la foi, que vraiment j'ai eu je sais pas, j'ai eu comme une expérience personnelle qui m'a amené à
à croire déjà et à m'investir dans ma foi et surtout à la recherche. Je suis quelqu'un qui aime les débats, j'aime l'argumentaire. C'est pas parce que tu me dis que tu as vu quelque chose que je vais te croire. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de... Fait que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup et puis ça m'a amené à trouver une paix et un sens à ma vie. Et bon, je n'étais pas rentré dans un monastère. J'étais un cœur cool, j'écoutais la musique. C'est juste que j'étais... quand même encore? Même pas encore. Pas encore, ça, okay. c'est venu après. Mais j'étais plus équilibré. Mes priorités étaient aux bons endroits. Et puis, comme tu dis, dans un âge où souvent on est rebelle et on veut faire ce qu'on veut, là, j'avais un certain sens des valeurs qui m'amenait à faire des bons choix. Et donc, faire une histoire courte, j'ai 2005, Rachid vient me voir, veux-tu être mon gérant? Je dis, fais là, toi. Ben non, moi, j'ai la foi, j'ai ma carrière, tout va bien. Oui. Et puis, par des conseils de gens proches de moi, j'ai comme compris que c'était peut-être possible de vivre sa foi dans des passions aussi. Parce que j'étais très radical au début. Fait que moi, tout ce qui était musique et tout, j'avais comme mis ça de côté. Puis là, c'était juste ma foi. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, ah oui, peut-être c'est vrai que ça se combine les deux. Petite pause pour vous dire que pour d'autres points de vue tout aussi stimulants, abonnez-vous et revenez nous écouter sur les plateformes habituelles. D'autres discussions vous attendent sur le monde des médias avec des invités au profil varié. Vous allez voir. Ouais. Et vu que je connaissais très bien Rachid et je croyais à son talent, j'ai dit oui, OK, let's go, on y va. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas, c'était pas Rachid d'aujourd'hui. Donc, il y avait eu une audition pour faire le gala de Louis-José Hood en 2005 au Festival Juste pour rire. Puis, je me rappelle, il n'y avait pas de sketch. On était à la maison. Et c'est là qu'on est tombé sur le numéro de Michael Jackson. Et puis, il le faisait déjà, ça me faisait rire. Fait que là, il en mettait encore plus. Puis, en tout cas, on a développé là-dessus. Et ça a eu un gros succès. Il est devenu révélation de l'année en 2005. Et là, à cette époque-là, précisément, avec le succès que Rachid avait, bon, je recevais les appels, c'était une sensation en 2005. Ça l'est toujours, mais c'était vraiment ses débuts. Et là, j'avais comme conviction de faire une agence de gérance qui allait s'occuper de chanteurs, humoristes et athlètes. OK. Et c'était quand même inusité parce que dans le milieu, tu étais un gérant de chanteur, un gérant d'humoriste ou un gérant, même dans le niveau du sport, c'est plus des agents, tu n'avais pas beaucoup de gérants. Et donc, qu'une personne qui fait 3 domaines comme ça, c'était rare. Oui. Et moi, j'ai signé Jean Pascal, qui était à l'époque le boxeur, qui faisait son premier championnat du monde. Après ça, j'ai signé Gage, qui était un chanteur qui était le protégé de Corneille et qui avait une très grande carrière en France. Ouais. Et donc, du jour au lendemain, je me retrouve avec un humoriste qui est sensation au Québec, qui commence à se faire connaître en France, un chanteur à succès en Europe et un boxeur qui fait les pays du monde. Donc, mon réseau d'affaires s'est élargi très rapidement. Et plusieurs me demandaient, mais comment tu fais pour gérer un humoriste, un boxeur puis un chanteur? Me semble, c'est 3 domaines différents. Puis pour moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que je faisais le même travail. C'est la discipline qui changeait. Mais Jean-Pascal ne voulait pas que je lui apprenne comment boxer. Puis Rachid ne voulait pas que je lui apprenne comment faire de l'humour. Il écrire ses jokes pour lui. Exactement. Ouais. Moi, c'était de gérer leur vision. Ouais. Et que ce soit un boxeur, un chanteur ou un athlète, je faisais le même travail. Donc, pour moi, c'est juste qu'au lieu de parler à Juste pour rire, je parlais au groupe Jim. Puis au lieu de groupe Jim, je parlais avec Sony, BMJ. Pour moi, il n'y avait pas de différence. C'était juste les acteurs qui changeaient. Et donc, j'ai eu un beau succès grâce à mes clients, bien entendu. Et Rachid, j'avais une complicité particulière avec lui à cause de notre amitié. Oui, Rachid et toi, moi, je vous ai rencontrés parce que j'ai réalisé... en 2006, je pense. C'était en 2006, le show raisonnable pour Juste pour rire. Non, c'était sur TV5. C'était Juste pour rire pour TV5. Pour TV5, c'est ça, où je vous ai rencontrés pour la première fois. Ouais. Puis... oui, vous vous appeliez mutuellement cousins, tous les deux. Moi, ça m'a pris du temps à réaliser que vous n'étiez pas cousins. Effectivement. Je pensais que tu étais marocain aussi. Non, j'ai la tête d'un marocain, mais je en suis fait, pas. Oui, c'est ça, tu peux être je suis international. Tout ce que tu veux, toi. Puis je me souviens, c'est longtemps après que je t'ai dit, mais pourquoi vous vous appelez cousins? C'est toi qui me l'avais dit. Mais ça, c'est très culturel. Oui, c'est ça. C'est parce que tu as grandi dans la même... C'est bro. Tu as grandi, ta mère, c'est ta tante, et puis sa mère, c'est ta tante. Puis il y avait ça, puis en même temps, donc votre complicité était, vous étiez une équipe. C'était vraiment, je parlais à un, je parlais à l'autre, c'était pareil. Je parlais plus à toi. J'ai connu Rachid à travers toi, en fait. Puis après, lui, je lui parlais plus dans les coulisses avant d'aller sur scène, tout ça, mais les cafés, puis les discussions, c'était avec toi, je les avais. Puis ce que j'ai remarqué aussi de vous, tous les deux, c'est que vous n'étiez pas gênés non plus de montrer que
quand on fait du showbiz, quand on est sérieux dans notre métier, on peut faire de l'argent, puis on n'a pas besoin de le cacher non plus. Tu sais, Rachid avait une belle voiture, tu étais très bien habillé, tu étais toujours en veston-cravate, tu étais super bien sapé. Puis je me souviens que vous passiez un peu pour quelque chose d'autre au Québec, là, parce que le Québec, souvent, on fait attention à ça, il ne faut pas qu'on ait l'air plus riche qu'on l'est. Mais vous étiez juste, tu sais, je fais assez d'argent pour m'acheter des belles choses et je ne suis pas gêné de le montrer. Il y avait ça aussi. Tu sais, il n'y avait pas d'excuses, en fait. Oui, mais je comprends ce que tu dis, puis on le vivait, on sentait que c'est comme ça que les gens le ressentaient, mais je crois que c'était plus par rapport à notre génération qu'à l'argent. Dans le sens où Rachid avait une BM, ben c'était cool dans notre temps, c'était une BM, les vidéos de rap, c'était BM. Puis c'était plus dans notre génération une culture. Rachid, c'était l'époque des branding. Tu avais les Sean John, tu avais les Fubu, tu avais les marques. Oui, puis il était toujours Rachid, habillé. il y avait ses initiales sur sa chemise. C'est pour lui. Oui, les boutons de manchette. Les boutons de manchette. Donc, c'était plus, je pense, que une chose de génération où ce que dans l'humour au Québec était très blanc, très québécois. Bon, on a eu Anthony Cavana, on a eu Michel Pampara, mais c'était des exceptions. Mais là, tu avais vraiment un Rachid qui était québécois d'origine ethnique, mais d'une culture il me faisait penser beaucoup plus à la France aussi. Tout à fait. Et donc, Jamel, les accents, c'était Jamel québécois. Donc, je pense que c'était pas parce qu'on avait de l'argent ou c'est pas parce qu'on voulait flasher l'argent. C'était plus qu'on représentait une génération qui était axée sur les brands, sur notre manière de vivre. Hip-hop. Exactement. Et vu qu'au Québec, bon, c'était pas vraiment... C'est une culture qui est beaucoup plus sobre. Qu'on voit plus aujourd'hui. Tout à fait. Beaucoup plus qu'en 2006-2007. Exactement. Donc, c'était plus ça que l'aspect de bling-bling, puis on a du cash, puis on veut le montrer. C'était pas vraiment ça. C'était plus que il y avait des goûts, on aimait ça, puis on se le cachait pas. Puis c'était correct dans notre milieu, dans notre génération. Maintenant, à Télé québécoise, à Télé-Québec, peut-être ça sortait un peu plus. Ça détonnait. Mais pour nous, c'était pas quelque chose de rap. On était à l'aise avec ça. Puis on ne vivait pas d'insécurité face à ça. Non, je sais, c'est pour ça. C'est ça que je voulais dire aussi. Finalement, c'est un peu comme nous, quand on était jeunes, on portait du polo, du Lacoste, du Old River, du Vuarnet. C'était ça. Je veux dire, c'est générationnel. Puis on disait pas qu'on flashait, on se prenait pour d'autres. On le mettait juste la mode. parce que tout le monde en portait. Puis nos parents nous regardaient, puis ils trouvaient que ça coûtait donc bien cher. C'était vraiment ça. Puis donc, c'est ça. À partir de là, vous avez... Rachid a explosé quand même. Là. C'était énorme. Ouais. Tu te concentrais là-dessus. Tu faisais que ça à un moment donné. La gérance, oui. Après ça, après 2 ans du groupe Aldo, en fait, j'avais réduit mes heures pour m'investir un peu plus en gérance. Et puis après 2 ans, j'étais à temps plein. 2007, là, j'étais à temps plein dans la gérance. J'avais mes bureaux et tout. Et bien entendu, c'est un domaine qui ne s'enseignait pas. Donc, tu apprenais, souvent c'était le cousin qui te demandait ou le frère, ou tu t'improvisais gérant. Moi, j'ai appris vraiment... C'est sûr que j'avais des bonnes bases administratives. Lire des contrats, négocier des contrats, c'était pas rare pour moi. Mais c'est sûr qu'on ne m'a pas appris à comment faire la gérance. Et ça a été pour moi en 2011. J'ai fondé l'Institut Vision, qui est une école de gestion et développement artistique. Et donc, on enseignait 4 domaines de gestion, gérant d'artistes, agent sportif, relationniste de presse et agent de tournée. 4 domaines de gestion qui n'est pas enseigné à l'école. Et moi, pourquoi j'ai voulu fonder ça, c'est parce que je regardais l'environnement à l'époque, puis je voyais ma complicité avec Rachid et j'étais surpris de voir qu'on avait beaucoup de yes men managers. Des gérants qui ne voulaient pas perdre leurs clients, puis tout ce que le client voulait, c'était oui, il n'y a pas de problème. Fait que des fois, moi et Rachid, on allait dans des productions, whatever, puis tu avais le client qui dit « Ah, mes œufs sont froids! » Puis c'est dégueulasse. Puis là, tu avais le gérant qui dit « Oh, c'est inacceptable! Changeons les œufs de monsieur! » Puis là, j'étais là, mais voyons, c'est des caprices. Pourquoi le gérant ne dit pas hey, « Calme-toi, mange tes œufs! » Puis mais c'est comme... Mais c'est comme si les artistes étaient les rois, puis le gérant était l'esclave. Ce qui n'est pas bon pour l'artiste non plus. Vraiment pas. Puis ma relation avec Rachid était fondée sur des valeurs, justement, sur la communication, l'humilité, la communication. Puis des fois... Rachid, veut pas le milieu artistique,
on idolise des gens. Là. Oui, C'est oui. des gens très normaux, mais là, quand on te voit, puis on demande ta photo, puis ton autographe, puis les gens, ils crient, il y a quelque chose de démesuré entre la réalité et ce que les gens perçoivent. Et donc, pour quelqu'un de gérer tout ça, c'est pas évident. En plus, tu as l'argent qui rentre. Donc, moi, j'étais un peu celui qui s'assurait que le Rachid que j'ai connu restait le Rachid que j'ai connu, puis qui perdait pas un peu le cap dans tout ça. Ouais. Et pour moi, c'était ça de la gérance. C'était pas de se signer des chèques, ça, c'est le plus facile. Mais c'est d'avoir affaire avec l'amour de l'argent, l'orgueil, les vices que ce milieu-là peut amener, l'hypocrisie, tout ça. Et j'étais un peu dérangé de voir qu'on avait fait de cette carrière-là juste le gars que ça passe dans le coup, puis voici ton horaire, et puis je signe le contrat. Puis qui facilite d'une certaine manière les mauvais choix. Certainement. Puis plus que ça, parce que comme tu dis, n'importe quel être humain qui se fait projeter tout ça dans la face, c'est normal, il va perdre le nord, effectivement. Il a besoin de quelqu'un à côté de lui qui est un petit peu plus groundé pour lui rappeler. Hey. Et je vais aller encore plus loin. Il y a certains domaines où ce que tu dois travailler pour avoir du succès. Oui. Et moi, je fais toujours une différence entre le talent et l'artiste. Donc, le talent, c'est celui qui performe. L'artiste, c'est lui qui travaille. Et on a beaucoup de talent dans l'univers. Et des gens que, parce qu'ils sont talentueux, ils ont le succès, l'argent. Et là, c'est difficile parce que là, tout leur est donné. Mais tu as des gens qui vont travailler à la dure. Ces gens-là, souvent, ils vont mieux gérer le succès parce qu'ils savent c'est quoi monter, puis ils ont gagné leur succès à un certain niveau. Puis ils vont continuer de travailler une fois qu'ils l'ont. Exactement, aussi. Ils ne vont pas arrêter. Là, je pourrais nommer des noms, mais ça ne servira à rien. Mais il y a des artistes que je considère qui sont des bosseux et qui ont gardé une simplicité, une humilité, elles sont agréables parce que c'est resté sur le travail et non pas sur le talent. Et ça, je pense qu'on peut le voir dans le sport, on peut le voir un peu dans n'importe quelle carrière, mais surtout dans un milieu artistique, c'est encore plus dangereux. Et donc, l'école que j'ai fondée, qui était l'Institut Vision, bien entendu, je ne considérais pas que j'étais le meilleur gérant, donc je m'étais entouré d'amis dans le milieu. Je ne voulais pas que ce soit des professeurs qui enseignent la matière, mais des professionnels qui l'enseignent. Donc, j'avais fait appel à Mario Lefebvre, à Jacques Caprimo, à Benjamin Faneuf, qui étaient des amis, des gens que j'estimais. Et donc, on avait nos cours et on enseignait, mais toujours sur des bases... moi, je faisais le cours Introduction à la gérance. Donc, là-dedans, je parlais justement de tout ce qu'on est en train de parler, des pièges, comment tu peux malheureusement miser plus sur ton talent que le travail, etc. Et donc, c'était des cours qui étaient... pas des cours théoriques, mais c'était des cours pratiques. C'était des professionnels qui l'enseignaient avec leur expertise, leur vécu, tout à fait. Et donc, ça m'a beaucoup... je pense que ça a aidé plusieurs, mais moi aussi, ça m'a donné confiance sur... une assurance sur le succès qu'on avait eu, moi et Rachid, dans notre carrière. Parce que ça n'a pas toujours été facile, mais à cause que c'était sur les bonnes bases, j'estimais que le rôle du gérant était important dans la vie d'un artiste. Parce que la pire chose que tu peux avoir, c'est des gens qui t'entourent, mais qui ont leur intérêt personnel avant les tiens. Et donc, eux, ils vont voir l'argent que ça leur procure, le succès que ça leur procure, puis des fois, ils ne vont pas toujours dire la vérité pour justement garder leur confort et leur sécurité. Puis ils vont accélérer les choses peut-être parce qu'ils vont se dire « je suis éphémère, à un moment donné, il va me larguer, donc je vais faire l'argent le plus vite possible au cas où. » Au détriment peut-être même d'une de carrière certains choix de carrière. Exactement. C'est ça. Et donc ça, pour moi, ça a été clé parce que, bon, moi, en 2005, j'étais tout nouveau là-dedans, j'apprenais, mais j'ai compris comment que mes valeurs, ma foi dans tout ça étaient essentielles pour un bon succès de carrière comme gérant. Pour moi, ça a vraiment défini et ça a été pour moi très valorisant que les gens me reconnaissaient pour ça. Donc, Steve, c'était pas juste le gérant de Rachid, mais c'était celui qu'on peut se confier, celui qu'on peut appeler, celui qui est toujours sympathique. Et là, je me lance pas des fleurs, c'était juste par rapport à mes valeurs, c'était pas juste ma personnalité en tant que telle, mais c'était, pour moi, c'était humain. Voilà le mot. Tu as toujours dégagé ça aussi dans le passé, là, les quelques interactions que j'ai eues avec toi. Moi, j'étais pas du côté des contrats là, ou de la production, mais plus créatif. Puis ça a toujours été super mais c'était agréable. Les relations. J'apprenais de toi, on avait des belles discussions. Moi, je trouve ça valorisant, je trouve ça humainement agréable d'apprendre. Ben oui, tu grandis avec ça. Et donc, quand c'est trop business, puis je te parle parce que peut-être tu vas m'ouvrir une porte, ou peut-être, c'est là que ça devient fake. Et moi, en tout cas, ça colle pas avec moi. Et donc, tout ça pour dire que
Ma foi, je pense que la question était comment que j'ai passé de la foi à la carrière. Et... oui, et surtout naviguer entre les deux, en fait, c'est ça aussi. Là, parce que tu es dans une carrière, t'es dans une discipline où, disons que la foi où la religion en général ne sont pas très présents dans le show business. Non, du tout. C'est un peu le contraire. Là. Ouais. En fait, ils sont peut-être présents, mais ils sont cachés. T'sais, on ne va pas l'exprimer, c'est personnel. Je veux remercier Dieu, là. Il y a beaucoup de ça. Là, un peu de fausse humilité ou de fausse spiritualité. Grammys, en fait, surtout aux Grammys. Mais c'est ça. Mais moi, dans mon cas, à l'époque, pas à l'époque, maintenant encore, mais je veux dire, j'étais pasteur dans une industrie où, comme tu le dis, parler de foi, c'était un peu bizarre. Oui. Mais étrangement, ça faisait un peu ma renommée, entre guillemets. Il y a des gens qui n'étaient pas croyants qui m'appelaient pasteur. Puis, t'es pasteur. Puis, hey, j'ai ce problème-là. Peux-tu prier pour moi? Puis, il y avait ce genre de conversation-là. Dans le showbiz. Okay. Il y a des gens très connus que les gens regardent et c'est le fun. Et pour moi, c'était gratifiant aussi. Et je crois que ça m'a même amené à... Je te parlais hors onde de ma relation avec Johnny Hallyday. Oui, il faut que tu nous le dises en ondes, là, parce que c'est particulier, mais c'est au centre encore de ma foi et comment que je gérais ma carrière sur des valeurs et des principes, parce que ça faisait un peu ma réputation. Et donc, j'avais une amie dans l'industrie du nom d'Isabelle Roche, qu'on salue si elle nous écoute, une superbe productrice en France. Et son ami très proche à elle, c'est Jean Reno, l'acteur. Ouais. Léon. Entre autres. Et Godzilla et compagnie. 1 million d'autres films. Et that's it. Ouais. Et puis, Jean Reno, c'est le parrain des enfants de Johnny Hallyday. Okay. Et Johnny Hallyday, en 2009-2010, me demande, excusez-moi pour les dates, mais je pense que c'est ça, 2009-2010, je se cherche un gérant. Lui a toujours eu des producteurs comme gérant après 50 ans de carrière. Et puis, ça tourne un peu en rond pour lui. Il n'est pas satisfait. Et donc, il commence à verbaliser ou à communiquer que là, ça serait le temps qu'il y ait un manager. Puis là, il est quand même encore dans la gloire. Il fait le Stade de France, là? C'est à cette époque-là? Là? Non, après le Stade de France. C'était son dernier album avant son décès. C'est sûr que c'est Johnny, ça reste Johnny. Légende, là. C'est ça. Je pense pas, à l'âge qu'il est, je pense pas qu'il aurait fait nécessairement... il avait fait, quelques mois après, il a fait le Stade de France, effectivement. Il me semble, qu'il y avait comme une espèce de concert comeback. Mais c'est naturel. C'est Johnny. C'est Johnny. C'est le Elvis des années. Fait que lui, il n'y a rien, tout est possible. Tu peux arriver en hélicoptère au Stade de France, faire ton show sur le plateau de Montparnasse. Il n'y a rien qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Et donc, c'est une légende. Et puis, il commence à parler qu'il se cherche un manager. Et puis, moi, je suis au Biodôme avec ma jeune fille et je regarde les pingouins plonger, puis on a bien du fun. Et puis, le téléphone sonne, je réponds, et là, c'est « Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Steve Razier, s'il vous plaît? » Je dis « Oui. » Il dit « Ouais, ici c'est Johnny Hallyday. Écoute, je me cherche un manager. On m'a beaucoup parlé de vous. Votre nom m'a été hautement recommandé. » Et là, je connais Rachid. Il prend plaisir à changer sa voix. Oui, il est bon, Rachid. Je suis sûr qu'il peut faire Johnny. Fait que là, je suis comme OK, là. Je dis OK, ouais. Puis là, je joue le jeu. Et là, il dit le nom. Il dit « Ouais, c'est Isabelle Roche. » Et là, quand il a dit ce nom-là, j'ai dit « OK, ça peut pas être Rachid. Ouais. » J'ai dit « OK, oui. » Et là, j'ai pris ça au sérieux. Et effectivement, c'était Johnny qui m'appelait au Biodôme pendant que je regarde les pingouins et qui me demande de venir le voir dans sa résidence à Los Angeles pour discuter carrière. Et donc, moi, bien entendu, je suis excité. Je dis « C'est quoi cette affaire-là? » Là, attends, comment tu fais pour avoir une conversation au Biodôme avec une star planétaire? Avais-tu des frissons? Est-ce que avais-tu de la difficulté à parler? À cause que j'y croyais pas, parce que je pensais que c'était Rachid qui me niaisait tout ce temps-là. T'étais encore relax. J'étais encore relax, mais quand j'ai raccroché, j'étais comme, voyons donc. Et c'est là que j'ai appelé Isabelle. Je dis, écoute, Johnny m'a appelé, toi, si tu veux. Puis elle dit, oui, il cherche un manager. Et moi, je lui dis, si tu veux un manager, celui qu'il te faut, c'est Steve. Et là, pour moi, c'était quand même... C'est très valorisant. Le petit gars de Montréal. Le petit gars de Montréal, de Laval, qui a commencé, et puis que là, tu as une légende comme Johnny Hallyday, tu deviens une référence dans ce milieu-là. C'est comme, wow, OK, c'est vraiment... et je vois, pour être très honnête, je voyais ça comme Dieu. Là. Il y a juste Dieu qui peut faire un miracle comme ça. Là. Je veux dire, qui que je suis, moi, pour être connu sur les radars de Johnny Hallyday. C'est ça. Et ça s'est fait. Et donc, je m'en vais à Los Angeles
Et puis Johnny Hallyday vient me chercher dans sa Bentley bleue avec sa camisole puis ses tatous. Et puis un truc de fou, c'est comme inimaginable. C'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit. Ouais, embarque! Et puis et là, on fait Santa Monica. Il m'amène chez eux. Son voisin, c'est Tom Hanks. La voisine d'en face, c'est Rihanna. Et puis je suis comme, ben voyons donc ce que je suis. Et là, on rentre. Puis là, t'as Laetitia, son épouse, qui faisait des crevettes à l'ail. Puis t'as la mère de Laetitia qui est de l'âge de Johnny. Mais que Johnny parle comme si c'est une mémé. Donc c'est quand même un peu c'est comme un peu surréaliste. Et puis donc on est là, on parle. Moi je comprends pas ce qui se passe encore. J'essaie de comprendre. Et puis finalement on arrive à des termes de contrat et effectivement on arrive à une entente pour que je sois le manager de Johnny. Et puis, j'ai eu 2 voyages comme ça. Le deuxième, on était à Walt Disney avec, imagine Steve Razier avec Johnny dans un manège avec ses petites filles. C'est surréaliste. Ben oui. Et puis, à l'époque, on devait enregistrer justement un single qu'il faisait avec Céline Dion. Et entre ces journées-là, j'ai eu une discussion avec son avocat qui était un ami personnel. De Johnny. Et puis de Johnny. Ouais. Et bon, je t'ai donné les informations privées. Je pense pas que je vais rentrer en public, mais il y a eu une discorde entre moi et... Ça a fini pour des raisons, pas forcément... C'est pas tes compétences qui ont mis fin à la collaboration, disons. C'était autre chose. Et malheureusement, Johnny n'était pas impliqué dans ces décisions-là. Ouais. Donc... Mais pour moi, ça reste des beaux souvenirs d'avoir rencontré, d'avoir eu une certaine relation avec Johnny, avec Laetitia. Ça s'est poursuivi un peu quand ils venaient à Montréal. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir. Donc, c'était très agréable. Je me sens choyé d'avoir eu ce genre d'expérience-là. Il y en a eu d'autres, mais celui-là, pour moi, reste un grand témoignage de mon parcours dans le milieu. Et encore, j'estime que tout ça, c'était pas parce que j'étais plus intelligent qu'un autre ou parce que j'ai géré Gérard Depardieu, ou c'est pas le bon nom à mentionner, mais que j'aurais géré une grande pointure française, mais c'est vraiment par ce que, pour moi, était la gérance artistique. Mais puis c'est qui tu es. C'est ça le truc, c'est que des fois, on marque les gens sans le savoir. On croise des gens sur notre chemin, puis juste en étant nous-mêmes, sans se forcer, on laisse notre trace, puis Isabelle Roche, tu l'as marquée, puis elle a parlé à ses amis. Oui, c'est sûr qu'il y a un aspect personnel dans tout ça, mais je crois que c'est... Pour moi, c'est pour ça que j'ai fondé l'Instituvision, c'est que la gérance artistique reste autour de l'humain. Ouais. Le talent, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à l'artisan, à l'artiste. Ouais. Mais tout le reste, comment tu gères ta vie, comment ta discipline au travail, comment tu respectes ton environnement, ça, il te faut, entre guillemets, un coaching. Il faut quelqu'un qui puisse te donner ces repères-là, de dire que c'est un bon contrat, ça va t'amener loin, c'est facile, ça. Ça, tu as juste besoin d'un conseiller. Mais quelqu'un que tu sais que tu as de la difficulté, qui t'appelle à minuit? Qui va avoir tes intérêts, qui va te protéger, Et ça, pour moi, c'est ça un gérant. Un agent, contrairement à un gérant, il te book des opportunités. Lui, il peut avoir 250 clients, puis il y a une bonne opportunité, il va t'appeler, tu le prends. Mais lui, tu ne l'appelleras pas à minuit si tu as un problème avec ton épouse ou peu importe, parce que ça ne le concerne pas. Ouais. Mais un gérant rentre dans ta bulle. C'est ton épanouissement qu'il veut voir, c'est ton succès de carrière. Il veut t'amener à la vision optimale de ta carrière. Et c'est ça que je ne voyais pas beaucoup dans le milieu. Et pour moi, c'est ça la carrière d'un gérant. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que ça existe encore, ce métier-là, de cette façon-là aujourd'hui, ou avec tout... Non, je crois que oui. Je crois que, puisque c'est pas enseigné, je crois que c'est pour ça qu'on a beaucoup de maris qui sont gérants de leur femme ou de cousins qui sont gérants de leur... Ça reste très familial à cause que c'est justement... Tu veux des gens qui ont ton intérêt. Mais je crois que oui, je crois que c'est... Malgré la transformation là, on parle d'humoriste, là, parce que... Oui, mais c'est la même chose, chanteur... ou athlète. Je pense que ce que ça fait la différence, et c'est très malheureux, c'est qu'on est rendu dans une époque où que ça soit en musique ou en humour, ça s'est décentralisé maintenant. Ouais. Donc là, maintenant, il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de distributeurs, il n'y a plus de diffuseurs, il n'y a plus de gérants. Maintenant, tout est indépendant. Ouais. Donc, je m'auto-gère, je m'auto-produis, je m'auto-distribue. Et ça mène que malheureusement, on a des artistes qui sont des boss et puis qui mettent des employés salariés. Et c'est correct.
mais il faut avoir une force de caractère et d'un parce que t'es tout mental seul. de fou parce que tu es tout seul. Et pas juste ça, tu te fais à croire que tu as la bonne recette. Oui. Et c'est ça qui est difficile parce Oui. que tu es le CEO de ta carrière. Tandis que en fait, c'était la manière que je travaillais avec Rachid, c'est que Rachid et moi, on était des actionnaires d'une vision. Donc, tu avais tes parts, j'avais mes parts. Je ne parle pas au niveau financier, mais au niveau imagé. Ouais. C'est qu'on servait un employeur qui était la vision. C'est la vision qui nous dictait comme nous, qu'est-ce qu'on devait faire. En prod, c'est pareil. C'est le projet qu'on sert, That's it. pas nous-mêmes. Si maintenant le CEO devient l'artiste, il y a conflit d'intérêt. Tu vas y aller selon ta fatigue, selon ton intérêt. Mais des fois, ta vision va te demander de mettre des bouchées doubles, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. C'est ça qu'on te demande. T'as raison. Mais cette vision-là est saine pour la carrière d'un artiste, selon moi. Et c'est pour ça que j'estime qu'aujourd'hui, malheureusement, tu as beaucoup d'artistes qui se disent « Ah, c'est trop cher de donner une commission, puis ils sont là pour l'argent, c'est moi qui l'ai fait. » Et là, ils veulent juste s'isoler et être maîtres de leur carrière. Et malheureusement, pour plusieurs, ça leur coûte leur carrière parce que c'est pas optimal. Ça va selon leur capacité et non pas ce que la vision demande. Oui, je comprends. Et donc, je trouve ou leur humeur, ou leur, comme tu dis, le taux de fatigue ou non, ou leur intérêt. Lui, ce patron-là de Sony Music, je l'aime pas, alors je veux pas aller là, alors que ton gérant va peut-être te dire, passe par-dessus ça. Exactement. Tu le verras jamais pendant tes prestations. Ouais. Mais Sony Music ou autre, là, c'est un bon move de carrière. Ouais. Ouais. Et donc, je trouve que c'est le gérant à sa place en carrière. Maintenant, j'estime qu'il y a eu aussi des gérants abusifs puis qui ont malheureusement eu un intérêt pécunier plus que la personne. Ça existe dans tout. Ouais. Il y en a eu dans les agents, il y en a eu dans les producteurs, il y en a eu partout. Des comptables. Des politiciens, je veux dire. Mais j'estime encore que le métier de gérant est capital et nécessaire, surtout pour l'artiste, surtout pour sa carrière. C'est tellement sécuritaire de savoir que tu as quelqu'un qui gère et qui veut avoir le meilleur pour toi et dans ton environnement. Donc, je pense que l'agent a sa place, le gérant a sa place, le producteur a sa place, le diffuseur a sa place. Chacun a un rôle très déterminé, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est le changement de génération, mais on est dans un milieu maintenant où tout est indépendant. Tu sais, moi, je viens d'un milieu où avant Sony, BMG en France, ils étaient 70 employés. Aujourd'hui, ils sont 3. Je veux dire, on est loin. Là. Les départements de développement artistique dans les maisons de disques, ça n'existe plus. Donc, ça a tellement changé. Il y en a qui vont dire que c'est plus facile comme ça ou que c'est moins cher comme ça. C'est différent. Je crois que maintenant, avec l'Internet, tu peux... En fait, de ce que j'ai eu comme expérience, c'est que maintenant, les compagnies de disques vont signer ceux qui ont déjà une influence. Ça leur coûte moins cher en développement. Ils ne vont pas les démarrer. De prendre quelqu'un qui a du talent et le développer, c'est très coûteux. Donc, c'est juste maintenant que l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée même de la diffusion de contenu qui est beaucoup plus accessible, maintenant, tu peux être un artiste sans producteur, sans distributeur, sans gérant, sans agent, et puis faire bien ta vie, gagner ta vie. Puis, donc, je crois que c'est différent. C'est pas que c'est mauvais ou bien. Moi, je vois beaucoup de bien à avoir une équipe autour de quelqu'un qui a une carrière. Et je crois encore qu'il y en a qui mettent l'accent sur avoir la bonne équipe. Mais moi, je trouve ça dangereux quand un artiste est maître de sa vision. Je trouve que tout seul, c'est dangereux. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, l'espèce de ce morcellement de la business là, en général, où tu diffuses où tu veux, de la manière dont tu veux, puis que tu le fais maintenant pour presque rien. Là. Tu peux te le faire sur ton téléphone si tu veux. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de carrières qui montent. Puis là, je parle à travers le monde, autant qu'ici. Et qui brûlent puis qui disparaissent. Il y a quand même beaucoup d'éphémères, des trucs qui durent peut-être 6 mois, 1 an. Ils font une tonne d'argent puis ils disparaissent. Par contre, il y a des... Je vois aussi des artistes ou des influenceurs, entre guillemets, qui produisent très rapidement, mais qui restent aussi et qui prennent un air d'aller et qui continuent dans ce nouveau paysage-là. Il y en a quand même. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a. J'en vois un, MrBeast, qui est plus de la génération de nos jeunes, qui est parti avec des vidéos YouTube où il faisait des niaiseries, il remplissait des piscines avec des ballons gonflables, des trucs comme ça. Mais je l'ai écouté en entrevue, puis ce qu'il disait, c'est que lui, il réinvestissait tout l'argent qu'il faisait, il le remettait dans ses productions, il faisait des productions plus grosses encore, il voulait donner à ses fans des cadeaux, au lieu de... Il semblait avoir une vie très modeste, lui, de ce qu'il disait. Là. Il ne vivait pas dans le château à Los Angeles. Puis,
Il y a quand même encore des gens qui réussissent à être grounded d'une certaine manière, puis probablement qui travaillent, comme tu dis. Oui, puis moi, ce que je vois dans cet exemple-là, c'est que parfois, en tant qu'artiste, lorsque tu parles à des chanteurs ou à des musiciens, peu importe, ce qui les drive, c'est de transmettre leur talent. Eux, ils veulent juste que leur musique ça passe à travers eux. Ça passe à travers eux, puis que ça fait du bien aux gens. Puis des acteurs, la même chose, qui peuvent passer là. Et donc, si ton désir est purement artistique, je pense que c'est sain et c'est nécessaire. Maintenant, si tu fais de ton talent pour faire de l'argent, c'est là qu'il y a une notion qui est particulière. Pas que l'artiste ne devrait pas en vivre, c'est sain. Oui, tout à fait. Mais si c'est ça ton objectif, si c'est ça ton motif, malheureusement, si tu n'as pas le profil comme MrBeast, qui est un entrepreneur, tous ceux qui sont autour de MrBeast vont le dire. Parce qu'il est pas tout seul. MrBeast, c'est un entrepreneur, c'est un businessman. Il sait comment amener la business à un autre niveau. Il a des idées, il pense différemment, sa discipline au travail. C'est pas juste un artiste, c'est pas un animateur, c'est pas juste un influenceur, c'est un entrepreneur avant tout. Donc, je crois qu'il y a certains de ces artistes, influenceurs de cette nouvelle génération, c'est leur fibre entrepreneuriale qui fait qu'ils ont du succès. C'est pas parce que les médias ont changé forcément, c'est juste parce qu'ils ont une manière de penser qui est comme des entrepreneurs et c'est sain et c'est bon, c'est ça leur force. Maintenant, si toi, tu es un artiste qui n'a pas cette fibre-là, entoure-toi d'un gérant ou d'une équipe qui a ça, si tu veux en faire plus d'argent. Tout à fait. Sinon, fais ton art pour qu'est-ce que l'art peut amener aux gens. Et si l'argent n'est pas au centre de ça, je pense que tu vas être bien, tu vas être correct, tu vas peut-être... tu vas te contenter de ce que tu peux avoir, mais tu ne seras jamais frustré parce que le motif du pourquoi que tu fais ce que tu fais est vraiment purement artistique. Sinon, tu aurais été comptable, tu aurais été d'autres choses parce que si c'est pour de l'argent, va parler à des comédiens de pièces de théâtre, c'est pas les plus riches. Là. Mais ils le font parce que c'est leur passion, c'est leur art, et bien entendu, ils sont payés pour ce qu'ils font. Mais si le motif du pourquoi tu le fais est l'argent, c'est là, je crois que ça peut court-circuiter plusieurs carrières. Et même dans les nouvelles générations, moi, j'encourage tous ceux qui ont du talent à revendre et qui sont tellement bons dans ce qu'ils font, continuez à le faire pour transmettre votre art et faire du bien à ceux qui vous écoutent. Si vous voulez en vivre, par contre, là, il faut vraiment vous assurer d'avoir une équipe qui ont une pensée entrepreneuriale et que le motif de votre art n'est pas l'argent. Parce que c'est là que ça peut faire mal très souvent. Et moi, je l'ai vu à trop de reprises que le motif était au mauvais endroit, les mauvaises décisions de carrière étaient prises et ça leur a coûté une carrière. Oui, parce que il y en avait autant dans le passé qu'il y en a aujourd'hui. Tout à fait. Ça c'est clair. Oh, ça peut changer. Dans tous les domaines. Puis sinon, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui que tu apprécies dans le show business en général? Est-ce qu'il y a des gros changements que tu as vécu, que tu as vus? Tu sais, toi, évidemment, tu n'es plus dans le show business comme tu l'étais. Avant, tu étais dedans. Les belles années. Tu étais dans les premières loges. Des années différentes pour toi. Tu sais, c'est parce que je pense que tu as autant de plaisir à faire ce que tu fais aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme les nouvelles tendances que tu te dis, j'aurais voulu là avoir peut-être 25 ans puis commencer là-dedans ou autant que quand tu as commencé? C'est peut-être je vais sembler être un dinosaure en disant ça, mais j'aimerais pas faire cette carrière-là aujourd'hui. Je trouve ça compliqué. Je trouve que l'industrie a tellement changé. Avant, tu avais des repères. Comme je le disais, tu avais des producteurs, tu signais un contrat, tu sais que tu allais faire un plateau télé, tu sais ce que ça allait t'amener. Aujourd'hui, tout est décentralisé, tout est tellement accessible, facile. Donc, je pense que pour ceux qui vont réussir dans cette génération, c'est ceux qui vont bosser. C'est ceux qui sont capables de créer du contenu à tous les jours, sans arrêt, ça ne sera pas du réchauffé, ça va être innovant, c'est que ça va être vraiment le contenu. Après, ceux qui ont des fibres, comme on l'a dit, entrepreneuriales, je pense qu'ils vont innover, ils vont trouver des nouvelles façons de transmettre leur art. Mais moi, peut-être c'est parce que j'ai vécu des années qui étaient, même financièrement, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, en humour, moi, à l'époque, Rachid a vendu 357 000 billets de son premier show, 259 de son deuxième show. Louis José de Martin Matt, Rachid Badouri, c'était 1 million d'entrées à 3 artistes seulement. Tu n'as plus ça aujourd'hui. Quelqu'un qui vend 100 000, c'est un record. Là. Donc, ça a changé, même financièrement. C'est pas la même chose. C'est pas le même en musique. On n'a pas besoin de... on est loin des platines de l'époque. Donc,
moi, avoir 25 ans aujourd'hui, je pense pas que j'irais dans ce milieu-là. Ouais. C'est pas... Je suis quelqu'un de relationnel, j'aime... Il y a trop de choses qui ont changé, mais encore, je connais pas assez l'industrie peut-être du moment, Ouais. mais de ce que j'en entends, de ce que j'en comprends, des clients avec qui je fais affaire, c'est pas quelque chose qui m'animerait de m'investir dans une industrie culturelle aujourd'hui, avec tout ce qui s'en vient, avec les insécurités financières. Tu sais, on n'en parle pas, mais l'intelligence artificielle, ça va changer. Je lisais dernièrement, c'est 800 000 emplois d'ici 2030 qui vont être affectés au Québec seulement. 800 000 emplois qui vont être affectés en 4 ans d'ici. C'est énorme. Oui. Donc, je veux pas être le... Je veux pas amener de la déprime et la dépression sur les ondes, mais je considère que c'est, je crois, même toi, Mathieu, moi, on a vécu des années qui étaient, c'était ailleurs, on était ailleurs. Là. Oui, c'était les grosses années de la musique à l'époque. Nous, on l'a vécu en humour, en télé. En même humour. La télé aujourd'hui, c'est pas les mêmes budgets. Non, les grands rendez-vous qu'il y avait. C'est pas la même chose. Puis, tu sais, nous, on n'a pas fait de fiction. Ben, toi, tu en as fait par le biais de Rachid, là, mais moi, j'ai pas fait de fiction, mais les shows de télévision, de fiction ici au Québec, c'était énorme, là, gigantesque. Ils sont encore là, mais c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas la même chose. Puis ils tournent ça à toute vitesse. Et on parle Netflix, Amazon, mais c'est pas les mêmes cachets qu'ils donnent aux artistes non plus. Ouais, Les budgets qu'on avait pour une série télé à l'époque versus le cachet que Netflix va te donner, c'est pas du tout la même chose. Tu vas être peut-être plus vu à l'international et encore dépendamment du contrat. Ouais. Mais on est loin des cachets de l'époque. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'industrie est morte. Au contraire, je pense qu'elle se renouvelle, elle se réinvente et c'est beau et c'est bien. On le voit. Moi, je le vois chez mes enfants. Ils ont une manière de consommer le culturel qui est différent. Mais sur un aspect professionnel, un aspect lucratif, c'est sûr que moi, je n'ai pas la même vision des choses. C'est différent, c'est bien, mais c'est différent. Et moi, avoir 25 ans aujourd'hui, c'est sûr que je ne pense pas que j'aurais pris ce chemin. Chez Aldo? Je sais pas. Je serais resté dans la foi. En fait, je suis toujours dans la foi, mais je veux dire, j'aurais peut-être eu d'autres intérêts, mais je sais pas si... Ça aurait été quoi tes intérêts dans le temps quand tu étais jeune? Disons que tu n'avais pas été catapulté dans le domaine du show business. Aurais-tu fait autre chose? La vérité, c'est que je me cherchais. Ouais. Et je pense que j'ai trouvé ma place dans les arts et divertissements. Puis tu as trouvé un équilibre aussi parce que tu avais ton équilibre personnel et tu l'as. Oui, même avec mes clients, c'était des amis. Jean-Pascal, je le connaissais avant de le gérer. Gage, j'ai appris à le connaître, mais je veux dire, ça n'a jamais été des clients. Non, ça a été des amis. C'est le fun de travailler avec des amis. Oui, surtout quand tu... en fait, moi, je suis relationnel. Donc, si ça passe pas, je ne vais pas y aller pour des raisons professionnelles. Je vais vraiment y aller pour des raisons humaines. Et donc, c'est tellement plaisant. Moi, non, c'est une bonne question que tu poses parce que je me cherchais et je crois que je me suis trouvé dans ce milieu-là. J'ai eu des belles années, j'ai des relations qui, encore aujourd'hui, sont chères pour moi, que j'ai rencontrées dans ce milieu-là. Et donc... non, c'est... Mais tu sais, aujourd'hui, de parler de DVD, ça n'a pas rapport. Mais pour nous, on allait louer des DVD. C'était ça notre truc. Ouais. Aujourd'hui, on fait de la télé. C'est pas rare de faire un budget de pré-prod. Mais dans quelques années, peut-être ça ne sera pas ça. Parce que l'intelligence artificielle, la technologie va nous amener ailleurs. On va consommer de la culture. Mais faut définir qu'est-ce que la culture. Je ne sais pas si... Je te dis n'importe quoi, il y a une toune que t'aimes à la radio, et puis t'aimes la chanteuse, et puis la fille s'appelle, je sais pas, Bella Bella, et puis t'es fan, et dans 2 ans, t'apprends que c'est pas un être humain. Est-ce que tu vas moins l'aimer? Je pense pas. Puis que Bella Bella fait la même toune en français, en arabe, en anglais, c'est la même voix. La même chose. Elle adapte un petit peu la musicalité selon la culture où Les droits d'auteur vont à qui? Le show, tu le fais où? Puis ton amour de l'artiste va où aussi? Parce que, tu sais, on est fan dans la vie. Mais tu vas aimer le contenu. Tu vas peut-être pas aimer. Tu vas peut-être pas suivre. Tu vas pas avoir dans notre époque, on collait des posters. Là. J'avais Samantha Fox, moi, dans ma chambre. J'avais... Mais là, aujourd'hui... j'avais peut-être pas Samantha Fox, mais je veux dire, on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit. Mais on pouvait poster nos posters dans nos chambres. Aujourd'hui... je pense plus que c'est de l'artiste. Oui, les artistes ont toujours. Il y en a encore, mais dans 10 ans, mettons. Dans 10 ans, ça sera peut-être plus ça. Oui, ça va être la chanson plus que l'artiste. Tu vas sauter, tu as ton playlist. Après ça, est-ce que tu achètes les albums? Peut-être plus, tu achètes la chanson. Fait que ça change, c'est différent. Et je crois que
C'est ça. C'est une manière différente de consommer ce qu'on appelle la culture. Ouais. Effectivement, si c'est consommé pour la qualité de l'art plutôt que pour le train de vie de l'artiste, peut-être c'est une bonne affaire. Tout à fait. Mais en même temps, qui crée cet art-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui donne des prompts sur un ordi puis qui dit crée-moi, blablabla? Même si c'est sur intelligence artificielle, peut-être ça va être bon. Moi, c'est plus l'industrie. Tu sais, j'ai été au cinéma dernièrement un samedi 19h, la première d'un film. Ouais. C'était vide. Il y avait 50 personnes. Et Je Guzzo a fermé, là. Oui, je sais. Ouais. Donc là, tu te dis, attends un peu. Moi, je pense que le cinéma, voir on en James a Bond. pour un an. La première du dernier James Bond, là, c'était pareil. On était dans le Guzzo sur Tachereau. Ouais. Il y avait 6 personnes. Imagine. C'est un méga blockbuster. Donc là, tu te dis, si les cinémas ferment, qu'est-ce qui reste? Le talent va toujours être là. Tu vas le consommer à la télé, sur ton téléphone. C'est les théâtres qui ont fermé, les venues où on faisait de l'humour. Mais c'est toute une économie, là. Même la manière de faire ton film ne sera plus la même. C'est plus les mêmes entrées. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la culture n'est pas en danger. On va toujours avoir de la bonne musique. On va toujours avoir des gens qui vont nous faire rire. Ça va toujours rester. Mais c'est l'industrie derrière qui, ça par contre, ça va être une autre façon de transmettre, de diffuser de la culture, une autre façon de produire la culture, une autre façon de gérer la culture. Ouais. Et c'est là que je crois qu'il va y avoir les gros changements. La culture n'est pas en danger, selon moi. Oui, mais si tu prends de la culture comme, tu sais, mettons Queen à l'époque, où leur producteur leur disait « Tu peux pas faire ça pour la radio, c'est trop long, c'est trop... personne ne comprend ça, c'est quoi ce style-là? » Puis ils l'ont fait quand même. Ils sont devenus planétaires. Des humoristes qui prennent des risques. Lenny Bruce, un des premiers humoristes qui s'est fait emprisonner pour ce qu'il faisait. Mais l'intelligence artificielle ne fera jamais ça. L'intelligence artificielle ne va pas insulter son public. Surtout en ce moment, on voit que ChatGPT a été programmé pour être gentil avec toi puis pour te féliciter à chaque fois que tu lui poses une question. Puis, un humoriste qui va chercher l'inconfort dans sa salle, je le sens pas en intelligence artificielle. Pareil pour un chanteur ou une chanteuse. Mais c'est un style d'humour. Mais tu sais, on avait... Mais c'est un style qui a ouvert des portes vers un humour. Oui, mais on peut pas appeler ça l'humour. C'est un style d'humour. Rachid lui-même se moquait, et Sugar Sammy fait la même chose, il se moque des communautés culturelles avec qui ils ont grandi. Un ordinateur poli n'imitera pas l'accent de son voisin chinois ou de son voisin arabe. Non, mais il peut te donner une bonne joke dessus. Que tu n'as pas eu une inspiration. Tu vas lire la joke et les gens vont rire. Ouais, peut-être. Ouais. Je veux dire, après... Je sais pas s'il va aller aussi loin qu'un artiste serait allé... c'est sûr que non. Mais moi, c'est pas juste l'aspect de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qu'on avait avant là, avec pas les bitcoins, mais l'art numérique. Comment on appelait ça encore? C'était du... c'est un peu les NFT. NFT. Oui. C'est de l'art numérique, c'est plus de la craie avec du crayon ou... non, mais c'est une autre forme d'art. C'est une autre forme d'art. Il y en a qui l'achètent, il y en a qui aiment ça, puis that's it. So, je pense que la culture va évoluer, on va toujours être inspiré pour faire des choses. Après ça, les moyens de le faire vont peut-être changer. Mais ce que, par contre, qui va changer, c'est l'industrie. C'est sûr. Il y en a... On n'a pas le choix. Et donc, c'est pas trop le talent, mais c'est plutôt ceux qui avaient la responsabilité de gérer, de produire, puis de distribuer, puis de diffuser le talent qui va changer. Donc, je crois qu'on va toujours être divertis, on va toujours avoir de la bonne musique, on va avoir des belles choses à voir, à regarder, à entendre. Mais pour ceux qui y travaillent, c'est un défi. Et on le vit présentement, et c'est sûr que ça paraît comme des années sombres, et c'est sûr qu'on peut bien s'encourager comme qu'on voudrait. Mais c'est une transition obligatoire. Et puis, écoute, on n'a pas le choix. Ouais. Mais je trouve ça intéressant d'entendre ton point de vue, parce que toi, tu as le point de vue de l'artiste, comme tu étais aux côtés de l'artiste, puis de parler à un producteur ou à un diffuseur, c'est le même genre de langage, mais d'un autre point de vue. Si je parle à un diffuseur, on a les mêmes discussions où le paysage change complètement, puis il faut s'adapter. Pareil pour un producteur qui fournit au diffuseur du contenu. Et toi qui représentais l'artiste, c'est intéressant parce que tout le monde le voit de sa manière, mais le résultat est le même. Mais tu vois, le meilleur exemple, ici, dans les espaces Innov, on fait des productions en environnement virtuel, en 3D. Donc, on est passé de gens... Plus de décor. J'avais besoin avant de menuisiers, de gars de bras qui allaient construire un faux décor. Et puis, mais ça, c'était des salaires, là. Bon, là, j'ai enlevé ces salaires-là pour maintenant juste avoir un salaire à payer qui va me faire un décor virtuel. Programme.
Mais aujourd'hui, on a fait un virage à l'intelligence artificielle. Même ce gars-là, maintenant, j'en ai plus besoin. Ce qui prenait 3 semaines à faire, je le fais en 3 heures. Et ça me donne des meilleurs résultats et moins de coûts. Ouais. Donc, c'est pas parce que je veux pas payer les gars qui me faisaient mes décors. C'est juste que j'y arriverai plus si je dois payer encore ces gens-là. Et ça va me prendre plus de temps. C'est plus long, ouais, c'est ça. Et donc là, c'est une question d'efficacité. Mais l'art que tu consommes est le même. Oui. Tu vas toujours le décor me semble exactement le même à l'écran. Exactement. En plus. Mais pourtant, ça a été fait d'une autre manière. Ouais. Donc, c'est pour ça que je parle que l'art, je crois, va demeurer. Ouais. Mais c'est plutôt ceux qui gravitaient autour, qui avait une façon de fonctionner pour diffuser cet art qui va changer. Ouais. Et je ne suis pas en train de dire qu'on va se retrouver dans la rue. Je pense qu'on va évoluer, on va trouver d'autres manières de se recycler puis de mettre de se recycler. Mais c'est sûr que il faut penser outside the box et puis il faut vraiment faut pas rester dans nos pantoufles et dans notre zone de confort parce qu'on va rater. Mais ça, c'est pour tout artiste. Oui, même pour nous, les vieux, mais pour les jeunes aussi. C'est tout à fait. Oui. Et encore pire pour eux, parce qu'eux, nous, ça a pris peut-être des décennies avant que ça change. Eux, c'est par année. T'as pas le choix, il faut vraiment que tu suives la cadence. Donc, pour finir, tu m'as parlé de tes week-ends cinéma avec ta famille. Mm-hmm. Ton top 3. Oh boy! Top 3 de mes films à vie, là? Toutes catégories confondues. Wow. Celui que tu as vu peut-être 20 fois et que tu revois avec plaisir. I love it. Ça peut être familial, ça peut être action, ça peut être inspirant. Tu n'as aucune idée de ce que tu m'emmènes présentement. Parce que ce genre de questions-là, on les posait à Rachid avant. Parce que les artistes, là, je suis enfin, j'ai le moment de pouvoir répondre à des questions comme ça. Écoute, un film que j'ai beaucoup aimé, pour la réalisation, pour le acting, c'est Prisoners de Denis Villeneuve. Ah oui, ok, oui. C'est d'ailleurs, je pense, c'est le premier aux États-Unis. Ah, aux États-Unis? Ouais. Parce qu'il y a eu un incendie avant. Ouais, mais il n'avait pas fait Sicario avant? Oh, ok, on est comme limite, là. Ouais, peut-être, ça se peut. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est un j'aime beaucoup. Les ambiances qu'il installe. Écoute, le tronc d'arbre, tu vois le kidnapping. C'est juste malade. Sicario, c'est pareil. Et le acting, c'est fou. Comment s'appelle le policier là-dedans? Jake Gyllenhaal. Merci. C'est son nom de famille que je ne veux pas massacrer. Mais écoute, man, les tics avec son œil, tout, pour moi, c'est incroyable. Fait que ça fait partie de mes top 3. Encore une fois, c'est personnel. Hein? Oui, c'est pour ça que je te demande à toi. Mais Seven m'a marqué. Ouais, la dernière scène. Brad Pitt, la dernière scène, mais c'est la pluie, c'est le climat. Pour moi, c'est. Puis Morgan Freeman est extraordinaire. Brad Pitt, c'est le loose cannon que tu ne sais pas ce qu'il va faire. Ouais. Le scénario, tout ça va mal. Gwyneth Paltrow aussi. Oui. Dedans, Kevin Spacey. Kevin Spacey qui était écœurant là-dedans aussi. Non, moi, ce film-là m'a marqué. Un autre, Usual Suspect. Oui. Ça aussi, ça a été un classique pour moi. Un peu dans le même genre que Seven, dans le sens que c'est la twist. Dark. Ouais, et c'est la twist à la fin. C'est la twist à la fin. Ouais. Je pense que ça a marqué peut-être une série de films comme ça, parce que la twist était... Il y a une surprise. Ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé. Après, écoute, ça, c'est 3 là, classiques que je vois comme ça. Dans les séries, dernièrement, Ozark m'a fasciné. Oui. Encore une fois, le acting. Les dernières 2 saisons, je dirais, sont très fortes aussi. Là, quand tu commences à monter dans les rangs. Oui. Après, écoute, sérieux, j'aurais un top 10 plus qu'un top 3. Donc, je pourrais aller... j'aime... Ouais, ces 3-là m'ont vraiment marqué. Le reste, écoute, il y a des classiques là, ici et là, ça ne me vient pas. Les films de notre jeunesse, La haine. Non, ne m'a pas marqué. Le Grand Bleu. Non plus. Moi, j'ai été très marqué. Ben, évidemment, Pulp Fiction, je ne sais pas toi, mais moi c'était à l'époque où... Moi, c'est les films... Pulp Fiction en était un, mais j'étais déjà en télé. J'étais en France, d'ailleurs, quand j'ai vu Pulp Fiction. Je travaillais en France pour une petite télé à Annecy. Et je l'ai vu en français, puis même en français, je me suis dit, OK, là, on fait plus du cinéma, on fait autre chose. Là, c'est quelque chose d'autre. Mais avant ça, Spike Lee. Spike Lee, moi, est le réalisateur qui m'a fait dire, je veux faire dans la vie soit
la télé, du cinéma, n'importe quoi, là, mais À cause son que moi, style. j'étais blockbuster, j'ai jamais pogné dans... Je trouvais c'était trop de l'art... Même du Spike Lee? Oui. Ouais, c'est vrai qu'il était très calme, il était, c'était pas des blockbusters. cinéma d'auteur, mais Oui, américain. exactement. C'est ça que je cherchais. C'était Ouais. du cinéma d'auteur. J'ai jamais embarqué. Après, j'aime son univers. Malcolm X, pour moi, qui est un grand film. Ça aussi, ouais. Mais à Denzel, grand en déploiement. général, on Ouais. peut pas se tromper. Mais moi, dans des classiques un peu blockbuster, là, Ouais. Die Hard, moi, ça a J'en bouleversé ma parlais vie. Là. avant-hier avec Martin Henry de chez Roméo et Fils. Die Ah. Hard? Tu parles d'un film que j'ai vu des centaines de fois. Moi aussi. Ça, là, je l'ai vu dans un cinéma Est-ce Martinique. que Die je Hard l'ai est vu. un film de Noël? Oui, pour moi, oui. Merci. Oui, pour moi, Merci. c'est un film culte. On va appeler C'est- mon épouse puis on ouais, va lui ouais. dire c'est Non, un non, film de Die Hard, Noël. pour moi, c'est le 1, le 2. Ben, le 3 même avec le 3. Samuel Jackson, je m'excuse. Il a bien suivi Après la ça, c'est cadence. fini. Ouais. Ouais. Mais 1 Oui. et 2, pour moi, c'est des classiques. Le 1, 2 dans particulièrement, c'est Ouais. comme d'un génie. Moi, j'ai capoté sur Mais ils ont écrit Die des Hard. livres sur Die Hard. Ils ont utilisé le Ah, ouais? scénario. Oui, il y a un Mais- livre sur comment faire un film d'action. C'est Die Hard l'exemple. Et Die Hard a Wow. servi à... C'est un template pour des Wow. les réalisateurs de films d'action. Ah non, mais c'est Ah. d'un génie. Puis l'humour de Bruce Willis là-dedans, les one-liners, les méchants. Ah ouais, Hans Gruber Ah, est non. extraordinaire. Tout est- Alan Rickman. le fait d'être nu-pied, Ah. tous les petits Shoot détails. the glass. Ouais. Ah. T'as jamais vu le méchant, mais t'as entendu sa voix, tu le reconnais. Il y a trop Ah, il d'éléments était qui écœurant. fait que... Ouais. Ah, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Die Hard. C'est un classique. Après, dans l'humour, il y a toujours Un Presse à New York en français, bien entendu, qui est En un français, classique. ouais. Moi, c'est en anglais. Quand même. Après, ouais, c'est pas mal. Après, on pourra en parler là, pendant des heures, mais je veux Ouais. dire, qui me vient vite à l'esprit, là, c'est un peu les classiques. Puis avec t'avais-tu des lesquels j'ai séries grandi. américaines dans le temps aussi? Genre des Mais Miami Vice? Non, ben, je regardais à la télé, mais Oui, c'est c'était ça. pas un rendez-vous pour moi. Un peu plus tard, par Quel contre, âge as-tu, Steve? 48 ans. Ah, c'est pour ça, OK. Moi, j'ai 52. Ben là, Fait que- pour non, ça, mais il y a écoute, une différence majeure en 4 ans, télé. c'est quoi la grande différence Ben, en 4 ans? en- Qu'est-ce que tu as vu que j'ai pas vu? Non, mais dans le sens que moi, j'ai suivi Miami Vice comme un Ouais, parce que obsédé. peut-être t'aimais ça. Moi, je n'ai pas capoté. Ok. C'était là, c'était présent. Ok. J'avais mes... Vendredi soir à 9h, t'étais pas devant la télé. Non. Puis j'étais plus francophone, je l'écoutais quand ça sortait à TVA. Il y avait Ok, comme ben un non, 2 non, ans non, de non, différence, ouais, là, c'est ça. peut-être. Au plus. Plus, Au c'est ça. plus. Il avait fait les acquisitions. Ouais. T'avais mon âge rendu là. C'est ça. Mais Ok, mais moi, c'était quoi sinon? mais plus tard, j'ai capoté sur Lost. Ah à oui, part oui, la oui. dernière saison, ce qui m'a. J'allais dire vraiment le début de frustré, là. Lost, oui. Le Ouais. début de Lost. Ça, oui. Et puis ça, oublie pas, là, c'était un rendez-vous télévisuel. Là. C'était pas une série sur les plateformes. Il fallait que t'attendes la Ouais. semaine pour voir Je sais qu'est-ce pas, qui allait on se l'a écouté. passer. Moi, je pense que je Il l'ai fallait que écouté plus t'attendes tard. 1 an pour avoir la deuxième saison. Écoute, c'était... Je sais, c'était... Non, j'ai beaucoup aimé cette série-là. Ouais, ben, C'était- J.J. Abrams, hein, quand Ouais. même. Et il y a quand même... il a innové quand tu suis l'histoire de Lost. C'était le pilote, hein, la première épisode. Oui. Puis, Oui. tu sais, il a vraiment pris un risque. Oui. C'est ABC, je pense, à l'époque, qui a pris ce risque-là. Je me souviens plus qui est Fait diffusé. que, non, Ouais. ça, c'est une série qui m'a marqué. Après ça, ben là, si on retombe dans les Miami Vice et tout, c'était V. V, Ah, c'était ouais, ouais, cool ouais. pour moi. Les visiteurs. Là, j'étais là. Ah ouais, ça, là. Oui. Donovan? Non, Donovan. Je me souviens plus. C'était- non, non, puis la ça. femme, comment elle s'appelait? La femme, Ah, je me rappelle la plus, méchante, la la méchante, chef. là, ouais. Elle avait un nom genre, pas Nancy, Tracy. Ouais. Les Mais gens, ça, j'étais les gens qui à écoutent vont fond capoter, dans vont V, dire, là. oh là, Ouais. oui, je me souviens aussi. Et puis c'est drôle parce que V, tous les conspirationnistes aujourd'hui, c'est ça qu'ils voient. Hein. Ah, ouais? Les gens, les lizard people, là, Ah ouais, ben ils là. voient ça. Ah. Ils voient ça dans Ouais, Obama, ça va ils voient un ça peu trop dans, loin, dans, ouais. dans Clinton. Ah, c'est V qui les ont C'est inspirés. V. Ouais. C'est leur preuve. J'avoue que V, tu sais, il y a des c'est des séries événements, ça. Lost aussi, c'est une série événement. C'est des séries qui nous marquent, qui souvent finissent un peu en queue de poisson, en poète-poète, mais qui, oh my God, les premiers épisodes, tu regardes ça, tu te dis, OK, on vient de changer quelque chose. Puis Là. ce qui est bizarre, c'est que je l'ai réécouté aujourd'hui, dernièrement. Ça a-tu mal vieilli? Ou? Écoute, man, tu dis, comment j'ai pu croire à ça? Tu sais, c'est sûr que c'est pas un vaisseau spatial. C'est tellement mal fait. Ouais, Mais à ouais. l'époque, c'était nouveau, on y croyait, puis c'était génial. Ouais, ben, j'ai écouté Aliens, le 2, pas le 1, l'original, Ridley Scott, mais le 2, c'est James Cameron qui l'a réalisé, Ouais. avec les enfants la semaine dernière. Puis là, j'ai dit aux enfants, j'ai dit, je m'excuse pour le CGI quand même, parce Ouais. que le vaisseau, tu sais, il a l'air Ouais, d'être tenu c'est- par 2 fils de pêche, là, un peu. Mais ça reste les histoires. James Cameron, j'ai beaucoup aimé The Abyss.
Oui. Ça, j'ai beaucoup aimé ce film aussi. Oui. Plus que ces autres Titanic, bon, ok, oui, mais je veux dire, The Abyss, pour moi, ça Avatar, a été... j'ai de la misère un peu, je vais te non, dire j'ai pas honnêtement, embarqué dans Avatar. Puis là, je pense qu'il y en a 2 autres qui s'en viennent. Ouais, mais là, c'est... Même les enfants, et puis encore, c'est planétaire, puis il fait encore des entrées faramineuses, donc tant mieux. Mais je sais pas s'il rentabilise autant qu'un film classique, tu penses, avec ses entrées? Parce que ça coûte beaucoup plus cher, là. Ça y prend 10 ans à faire le film. Il Là. fait genre 1 milliard par film. Mais je me demande... Peut-être la marge. Au niveau de la marge, je me demande peut-être. si, avec le nombre Le d'années... 1, probablement... là, peut-être qu'il y a renfoulé comme avec pour ça. Titanic, Ouais. ça a marché, mais c'est vrai que les autres qui suivent, c'est peut-être juste parce qu'il faut en faire. Mais même les enfants embarquent moins, parce que c'est toujours un peu la même histoire. Puis moi, ce que je trouve dans les films, que ce soit des films des années 80 ou d'aujourd'hui, c'est pas la technologie qui fait le film. C'est les personnages, c'est le narratif, les changements dans l'histoire, c'est de nous faire surprendre. Puis moi, quand je vais au cinéma, c'est sûr qu'on y va de moins en moins, puis on va y aller de moins en moins, mais c'était l'expérience de m'asseoir dans le théâtre puis de dire OK, là, je suis ici ce soir pour quelque chose de grandiose. Pour un Star Wars, pour un... puis, tu sais, si on parle de films locaux, Crazy... C'est un événement. C'est un événement. C'est des films qui... Tu peux juste le voir ici au cinéma. C'est vraiment ça. Alors qu'un petit B-movie ou un truc d'été, tout ça, tu vas l'écouter chez vous. Avec les systèmes qu'on a chez nous, ça va. Mais c'est d'être transporté, là. Puis tout le monde est ensemble, là. Puis là, tu le mets pas à pause. Tu vas pas faire pipi. T'écoutes le film. C'est vraiment ça. Et j'espère que ça va pas disparaître. Ouais, ça je serait sais. triste. C'est ce côté-là qui est... Je vois pas comment qu'on peut... Tu sais, après ça, tu as la sphère à Vegas. Puis là, si c'est ça pour regarder un film, mais là, il faut que tu en construises là, des dômes pour... mais j'espère qu'on va pas nous réduire à nos téléphones, nos tablettes puis nos télés parce que ça serait triste. C'est vraiment... Même, tu sais... Socialement parlant, tu sors, tu vas voir un film. Qu'on continue de les écouter ensemble, c'est ça. Puis que tout le monde crie en même temps dans le théâtre. Puis, tu sais, il y a des... puis même en humour, tu sais, moi, je travaille avec Sugar Sammy depuis toujours, fait que je suis allé voir beaucoup de ses shows quand même dans la foule pour connaître le show avant de le réaliser. Puis j'ai des gens à côté de moi, là, qui lui parlent. Il parle à Sam sur scène sans qu'il les entende. Ça, Sammy, c'est pas drôle. Oui, elle est bonne celle-là. Les gens réagissent en direct. Ça me faisait rire à chaque fois. Mais c'est fabuleux. Les gens interagissent avec leur artiste. Puis c'est pareil au cinéma. On le vit plus en France. Il y a cette proximité-là avec le public. Je trouve en France, d'ailleurs, j'ai vu Sam aussi en France. Puis j'ai dit après, j'ai dit, t'as-tu des gardes du corps quand tu sors d'ici? C'est une autre culture, hein? Mais le théâtre en France, c'est déjà, c'est quelque chose d'autre. C'est culturellement, je pense pas que ça va mourir, le théâtre en France. Ça fait partie du patrimoine. Puis en Europe en général, je pense. Aussi en Italie, en Angleterre moi, aussi. J'ai pas visité ces pays-là. Non, mais c'est un peu pareil, dans le sens que je pense qu'ils sont plus... Ils retiennent plus leur culture, la culture de l'auteur, les livres aussi, c'est la même chose. Il y a quand même une histoire qui est tellement vieille qu'à mon avis, malgré toute l'influence moderne, ils retiennent des choses quand même, ce qui est bien. C'est une bonne affaire. Merci pour cette conversation. À toi, Mathieu, c'était super intéressant, super cool. Merci beaucoup. Tu cherches un gérant? Non? Avec toi, c'est n'importe quoi.